Jean-Michel Baillet, le président des Radicaux de Gauche, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Baillet. Merci d'être avec nous. Après les questions d'actualité nombreuses que je vais vous poser, on vous interrogera, on vous entendra sur votre positionnement politique. Où vous situez-vous exactement, Jean-Michel Baillet, vous qui avouez être séduit aujourd'hui par Jean-Louis Borloo? On en parlera un peu plus tard dans cette émission, puisque Patrick Roger du Monde et puis Perrine Tarnot de Public Sénat nous rejoindront. Donc nous commençons par les polémiques, bien sûr, sur les voyages de Michel Alliot-Marie et François Fillon en Tunisie, en Égypte. Désormais, donc, un ministre devra demander l'autorisation avant d'aller passer ses vacances à l'étranger. Est-ce que c'est une bonne réponse? Qu'il vienne en Midi-Pyrénées. Au-delà de ça, je pense que ces affaires ont quand même, une fois de plus, altéré l'image des politiques. Donc, il est temps de fixer les règles du jeu et qu'elles soient respectées. Il faut qu'elles soient claires et je pense que ça tombe finalement bien, oserais-je dire. À chaque chose, malheur est bon. Avec la commission Sauvé qui a travaillé sur les conflits d'intérêts, d'ailleurs, j'ai été invité en tant que président du PRG à m'exprimer devant elle. Des propositions sont en passe d'être faites. Il faut dire clairement ce qui est permis ou pas. Autrement, l'opinion publique a vraiment une capacité facile, l'opinion médiatique aussi, disons-le, à entamer l'ère du tous pourri et c'est très dangereux pour la démocratie. La France, c'est un des pays qui est peut-être un peu à la traîne quant à des règles très strictes par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux États-Unis. Quand Obama est venu en visite officielle à Paris, il a dormi à l'ambassade des États-Unis. C'est pas nos traditions. Donc n'accablons pas François Fillon ou Michel Alliot-Marie, disons que tout cela est regrettable et qu'il faut maintenant que les règles du jeu soient claires et qu'elles soient respectées par tous et qu'il n'y aura pas d'exception. Donc pas d'accablement, donc plutôt de la compréhension de votre part, hein, de la mansuétude même peut-être. François Fillon a salué par exemple la retenue de deux sénateurs, hein, Jean-Pierre Chevènement et puis Robert Badinter. Vous êtes plutôt sur cette ligne-là, Je pense que si faute il y a eu, elle est plutôt d'ordre politique de la part de Michel Alliot-Marie d'être allé en Tunisie alors que la révolution avait commencé, alors qu'elle est ministre des Affaires étrangères. Bon, elle a prétendu qu'elle avait été mal informée par ses collaborateurs. Restons-en là, regardons le futur. Et le futur, il est dans la classe. Arrêtons de demander la mission de tout le monde à tout bout de champ, ça ne tient pas debout. Et la démocratie et la République ne peuvent pas vivre comme ça. Et concernant François Fillon, diriez-vous aujourd'hui qu'il est affaibli néanmoins par cette polémique? On ne ressort jamais intact de polémiques comme celle-là. On ne ressort jamais intact quand l'opinion publique est en souffrance en ce moment de par la crise économique et les difficultés des Français, considère que ce que vous avez fait n'est pas tout à fait convenable. Mais ce n'est pas une raison pour en rajouter. Regardons le futur. D'accord. Eh bien, le futur, c'est dans quelques jours, dans quelques heures, même Nicolas Sarkozy sur TF1 jeudi soir. Est-ce que vous attendez de sa part des engagements nouveaux et forts tenus pour une République irréprochable? La République irréprochable serait d'abord dans le comportement irréprochable du président de la République. Qu'il respecte la Constitution, qu'il respecte la séparation des pouvoirs, qu'il respecte la séparation de l'exécutif et du législatif, et qu'il n'ait pas toujours cette volonté d'être l'omniprésident qui se mêle de tout, qui s'occupe de tout, et qui voudrait tout régler sans y arriver naturellement, parce que c'est tout à fait impossible. Donc d'abord un problème de forme. Ensuite, un problème de fond qui nous parle des problèmes qui concernent aujourd'hui les Français, que ce soit la situation de l'emploi, que ce soit les services publics, que ce soit les fonctionnaires. Je pense en particulier aux enseignants, 16 000 postes supprimés après 11 500 l'an dernier et 17 000 annoncés l'année prochaine. On va fermer des écoles rurales, on va regrouper des classes, on ne peut pas continuer comme ça. C'est cela que j'attends du président de la République. Alors vous avez fait allusion bien sûr aux critiques du chef de l'État sur la justice. Selon vous, elles sont infondées. Est-ce qu'elles affaiblissent l'institution judiciaire? L'article 64 de la Constitution dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Je pense que le président de la République devrait méditer cette phrase de la Constitution et après l'avoir médité, qu'il l'applique. Il ne l'applique pas s'il est le garant de leur indépendance. Il ne peut pas les montrer du doigt et les condamner à tout bout de champ. Moi, je ne dis pas que la justice est parfaite, je ne dis pas que l'inamovibilité des juges, l'irresponsabilité des juges ne sont pas des choses dont on devrait discuter. Mais je dis que tant que le fonctionnement est celui-là, il faut respecter la justice, qui travaille dans des conditions difficiles, dans un monde de plus en plus violent. Donc vous soutenez l'affront des juges, des magistrats? Avec des affaires de plus en plus difficiles à traiter, et eux aussi.
frappés par la réduction du nombre de magistrats. Donc je les comprends. Vous les soutenez, vous les comprenez, mais vous les soutenez. Je les comprends. Si vous me demandez de soutenir un mouvement corporatiste, c'est pas de ma responsabilité. Alors, non, vous ne parlez pas, on parle pas de corporatisme. Vous avez évoqué les grandes valeurs de l'indépendance de la justice. Je n'ai pas l'habitude à la langue de bois. Je comprends ce mouvement et donc je le soutiens. Comment? Et donc je le soutiens. Ah, donc voilà, c'est clair, c'est clair. Je le soutiens pourquoi? Quand, à 10 tribunaux près, la plupart des tribunaux sont en rébellion, en tout cas en contestation forte, quand on est responsable politique, on ne peut pas ne pas s'interroger et ne pas soutenir. C'est une lame de fond, c'est pas la petite revendication corporatiste du moment. D'accord. On revient aux grandes valeurs, l'indépendance de la justice, etc. Le respect de la séparation des pouvoirs. Et respecter la Constitution, c'est le rôle du président de la République. Si la République n'est pas irréprochable, vous nous dites ce soir, c'est d'abord la faute de Nicolas Sarkozy. Je vous dis que le président de la République doit donner l'exemple, et je répète que Nicolas Sarkozy ne donne pas toujours l'exemple de la sérénité et de la bonne méthode mais c'est une affaire pour un chef d'État. De style ou de fond? De forme et de fond. Mais la forme est très importante. Quand vous voyez que Nicolas Sarkozy est tombé à 30% dans les sondages, donc 2 Français sur 3 qui le désapprouvent, et avec quelque chose de nouveau, une sorte d'inimitié à l'encontre du président de la République qu'on ne trouvait pas pour Mitterrand ou pour Chirac, qui ont eu aussi leur période difficile, c'est parce que le style de présidence énerve les Français qui sont dans une période de difficulté. Le style personnel, on n'en change jamais, vous le savez. Hein, quand on l'a en soi, non? Quand on met 30 ans, comme il l'a fait et comme il le revendique, à se former pour être président de la République, il faut peut-être, quand on y est arrivé, considérer qu'on doit se couler dans le costume. Il ne l'a pas fait. Et il a eu tort et il en paye les conséquences. Et puis il y a le fond. Mais le fond, c'est toute la politique menée par la majorité et par la droite française à laquelle nous sommes en désaccord. Et de cela, nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure peut-être. Bien sûr. Je reviens d'un mot d'ailleurs sur les polémiques concernant les séjours et les voyages dans les pays arabes, la Tunisie, l'Égypte. Est-ce que ces polémiques affaiblissent aujourd'hui la diplomatie française? Bien naturellement. Quand ces pays qui sont en lutte quasi révolutionnaire pour la liberté, pour la démocratie. Et naturellement, il se réfère en cela à la France, dont on sait qu'elle est le grand pays des libertés, qu'elle a donné l'exemple au monde entier de par sa propre révolution. Quand il voit le comportement des gouvernants, soit dit en passant, quand même, nous avions les 3 principaux responsables du gouvernement à l'étranger pendant cette période. Le président de la République au Maroc, le Premier ministre en Égypte et la ministre des Affaires étrangères en Tunisie. Peut-être quelques autres, je ne suis pas allé regarder. C'est pas quand même de très bonnes méthodes non plus pour mener les affaires de l'État. Mais revenons aux peuples arabes. Ce qui se passe là-bas, ce vent de liberté qui s'ouvre, ce vent de démocratie, cette volonté, et ils ont payé de leur vie, il faut quand même non seulement la respecter, mais créer les conditions sans interventionnisme, ne revenons pas au colonialisme, pour que tout cela aboutisse. Or, lorsqu'ils voient le comportement des responsables, je ne crois pas que ce soit le meilleur exemple. Donc il faut changer les comportements. J'y reviens, il faut fixer des règles du jeu. Et pas changer les ministres, et pas changer la ministre des Affaires étrangères. C'est pas ça l'important, je me suis exprimé. Bon. Mais créer les conditions pour que nos diplomates soient à l'écoute, ça n'a peut-être pas été toujours le cas non plus, et que ce formidable élan qui est né en Tunisie et en Égypte soit transformé par la création de démocraties irréprochables, et que cela fasse tache d'huile avec bonheur dans l'ensemble de la zone. C'est pas chose facile. Non, il y a des intégristes islamistes, il y a les armées qui ont l'habitude quand même de diriger. Il n'y a pas que des démocrates dans ces pays. Mais je vois quand même que la jeunesse et l'ensemble du peuple égyptien, ce qui frappe en Égypte, c'est qu'ils sont tous sur la place. Il y a les laïcs, il y a les religieux, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a tout le monde. Donc ça, c'est un fantastique appel d'air. Bien sûr qu'il faut être vigilant. Regardez ce qui s'est passé en Iran. L'Iran n'était pas une démocratie du temps du Shah. Vous ne faites pas le parallèle. Non, je ne fais pas le parallèle, mais je dis qu'il faut se souvenir de ces choses-là, parce que c'est quand même un exemple déplorable. Car l'Iran joue un rôle très néfaste dans toute cette zone. Bon, alors, Jean-Michel Baillet, on va parler de votre positionnement politique. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment vous recevez le signe d'Anne Sinclair, donc, dans le sens, très net, d'une candidature de son époux DSK aux primaires socialistes. Je pense que ce n'est pas une déclaration irréfléchie, et tout au contraire, qu'ils y ont, à mon avis, travaillé ensemble, et que c'est un véritable signe qui est envoyé à la classe politique française et à l'opinion publique. Le signe comme quoi
je franchis un pas supplémentaire. Je ne suis pas encore tout à fait candidat. En tout cas, je ne peux pas le dire moi-même puisque je suis tenu par la réserve. Mais regardez, Anne Sinclair a été à ses côtés dans tous les moments. Et souvent s'est exprimée dans des moments importants de la vie de Dominique Strauss-Kahn. Donc je pense que c'est un signe fort qui demande bien sûr à être confirmé, mais on ne peut pas le traiter comme une simple déclaration plus ou moins réfléchie de Mme Strauss-Kahn. D'accord, d'accord. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez sur le fond. Est-ce que ça vous réjouit, cette perspective du retour de DSK? Dominique Strauss-Kahn est le favori des sondages. Oui, et de vous? Donc ça ne peut que me réjouir de voir le champion revenir, parce que ma volonté, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, c'est l'alternance. Voilà, et c'est ce que souhaitent les radicaux. Oui. Dominique Strauss-Kahn est un socialiste modéré. Mais attendez, pour être clair, vous voulez vraiment l'alternance droite-gauche? Nous voulons l'alternance droite-gauche, bien sûr. D'accord. Et Dominique Strauss-Kahn me semble aujourd'hui, de ce que disaient les sondages, le meilleur candidat. Quant à son positionnement idéologique, il ne peut que réjouir les radicaux. D'accord. Donc, si ce retour est confirmé, il faudra quand même attendre quelques mois, cela vous pourrez vous ramener du côté du Parti socialiste, Jean-Michel Baillet? Ça, c'est un autre débat. Non, c'est ma question. Non, c'est un autre débat, parce que Strauss-Kahn, pour l'instant, n'est pas dans l'appareil socialiste, il n'est pas à la direction du Parti socialiste. Nous avons des difficultés aujourd'hui avec le Parti socialiste, pour passer des accords électoraux pour les sénatoriales, pour l'organisation des primaires, voire... Ah, vous ne participerez pas, non, vous, aux primaires? Justement, mais nous ne participerons pas aux primaires, à notre grand regret. N'oubliez pas que les radicaux sont les premiers à avoir demandé les primaires en 2005 lors de notre université d'été à Arles. Donc nous le demandons et nous n'en sommes pas. C'est qu'il y a quand même un problème de fond. Et le problème de fond, c'est qu'elles sont organisées pour l'instant en dépit du bon sens et dans la plus grande opacité. Mais nous continuons à considérer qu'il faut créer les conditions pour limiter le nombre de candidatures à gauche, parce que c'est dans l'unité qu'est la victoire et c'est dans la désunion qu'on risque de retrouver Mme Le Pen au second tour. Est-ce que votre cœur balance, j'ai envie de vous demander, Jean-Michel Baillet, entre Jean-Louis Borloo, je le disais tout à l'heure, il vous séduit, vous avez envie d'un front républicain avec tous les radicaux. Est-ce que votre cœur balance entre Borloo, entre Strauss-Kahn? Je vais me répéter. Nous voulons l'alternance, c'est clair. Nous voulons qu'il y ait un autre président de la République que Nicolas Sarkozy. Qui? Les radicaux sont de gauche, donc notre famille naturelle, c'est la gauche. Ça, c'est clair aussi. À partir de là, nous sommes des républicains laïcs, tolérants, respectueux. Nous pourrons discuter avec qui nous souhaitons. Pourquoi je ne discuterai pas avec Borloo? D'abord, qui préside l'autre parti radical. L'autre parti, il est sorti du gouvernement. Il prétend, nous verrons, qu'ils vont aussi sortir de l'UMP, ça crée quand même des proximités. Et on peut regarder ensemble s'il y a des possibilités de faire des choses ou pas. Eh bien, s'il choisit Nicolas Sarkozy, nous ne serons pas ensemble. Les choses sont claires. Mais quand même, nous pouvons échanger sur un certain nombre de sujets avec quelqu'un qui vient de sortir plutôt un fracas du gouvernement et qui dit qu'il travaille à la sortie de l'UMP. Vous êtes sûr de pouvoir être compris totalement? Mais je suis totalement compris parce que... Pas de vos militants, là, je veux dire, des Français. Vous voulez nous présenter la vie politique française de manière totalement manichéenne, comme une sorte de guerre civile idéologique. C'est vous qui dites, je veux l'alternance. C'est vous qui le dites. Bien sûr, mais parce que ça, c'est le fonctionnement normal de la démocratie. Mais ensuite, pendant les périodes autres que la période électorale, on peut quand même discuter les uns avec les autres. Pourquoi il n'y a pas que du bon à droite et que du bon à gauche. Ça se saurait depuis longtemps si c'était la vérité. Rêve, notamment, c'est donc de réunir toute la famille radicale. Alors, on va voir comment ça se passe déjà au Sénat, parce que cette famille est réunie d'une certaine manière au sein d'un groupe, aux contours qui peuvent paraître quand même insaisissables. Vous y revenez, vous voyez. Dès qu'on sort de la norme absolue du bipolarisme, et j'ajoute même insaisissable et paradoxaux. Regardons ce sujet de Fabrice Cunet avant d'accueillir notre confrère du Monde, Patrick Roger. Avec les radicaux de gauche, remue-ménage assuré au Sénat. Difficile de connaître à l'avance leur position sur les textes. Bien sûr, officiellement, ils sont dans l'opposition, mais les profils des 11 membres du groupe sont très divers. Alors, comme beaucoup de ses collègues, le sénateur socialiste Thierry Repentin s'y perd un peu. Comment ça fonctionne? Qu'il est homogène. Homogène, voilà. Homogène, disons. D'accord. Mais dans le respect de certaines différences. D'accord. Mais toi, tu es un radical de gauche historique? Moi, je suis un radical de gauche. Toujours. Ouais. Voilà, je disais qu'il y avait des vrais, c'en est un. C'est un vrai. Non. Avec des valeurs républicaines. Laïcité, diversité et solidarité, le socle républicain des radicaux de gauche. L'interprétation, elle, ensuite, est libre, peut-être le meilleur moyen d'exister au sein du Sénat. Ils arrivent effectivement à exister, quelquefois à faire bouger les lignes,
La vraie difficulté, à mon sens, c'est de fédérer, sans doute pour ce groupe, autour, je le redis, d'un vrai noyau de PRG, quelques individualités qui, à mon avis, leur posent quelquefois des difficultés de lecture d'ensemble du groupe. Au Sénat, les sénateurs PRG font partie du groupe RDSE, le Rassemblement démocratique, social et européen, dont ils sont majoritaires. Un groupe un peu à part. Ce groupe dans le Sénat, c'est vraiment unique dans une assemblée parlementaire. Il n'y en a pas à l'Assemblée nationale, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, entre guillemets, de droite et des gens, entre guillemets, de gauche, qui siègent ensemble et qui prennent des décisions ensemble. Moi, je trouve que c'est un groupe très intéressant et très intelligent. Oui, justement. Quand on aime, on ne compte pas. Mais quand on n'aime pas, on devrait en tenir compte aussi. La tirade pourrait presque avoir valeur de slogan pour les radicaux de gauche. Peser dans le débat politique, c'est tout l'enjeu pour un parti parfois marginalisé. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un travail effectivement de reconstruction d'une image forte de ce qu'est le radicalisme et on en a particulièrement besoin. Et cette reconstruction passe par les prochaines élections cantonales. Le PRG y joue une partie de sa survie, ici dans les couloirs du Sénat et bien au-delà. Voilà, Patrick Roger du Monde nous a rejoint. Bonsoir Patrick, pour poursuivre Bonsoir. donc ce nécessaire exercice de clarification politique. Et oui, hein, Monsieur Baillet, et allez, on fait tomber tous les guillemets. Hein. Commençons par une question simple. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez pour l'alternance au niveau de l'élection présidentielle. Vous êtes également pour l'alternance en ce qui concerne le Sénat? Le président du Sénat est un homme important dans l'organisation institutionnelle républicaine. Il est le numéro 2. Il semblerait, d'après les augures que vous êtes souvent, messieurs les journalistes, que la présidence du Sénat va se jouer à quelques voix. Naturellement, les radicaux y voient grand intérêt. Parce que tout le monde compte sur les vôtres. Je considère que ce serait un événement, d'abord d'une certaine manière, avec un peu d'emphase historique, que de voir le Sénat revenir à gauche. Il ne l'a pas été depuis le dernier président radical, qui était Gaston Monnerville. C'est déjà peut-être un signe, ça d'ailleurs. Ensuite, parce qu'à moins d'un an de l'élection présidentielle, ce serait un formidable élan donné à la gauche et une formidable démonstration. Il faut donc créer les conditions pour ce faire. Donc, vous militez pour une alliance avec le Parti socialiste pour ces élections sénatoriales et le Parti socialiste ne vous fait pas de cadeau. Il y a 3 tours lors de cette élection. J'ai envie de dire, comptons-nous au premier tour, voire au second. Ensuite, nous verrons la possibilité ou pas de nouer des alliances. C'est ainsi que vont les élections. On peut s'entendre dès le premier tour, mais je crois qu'il sera de meilleure méthode. Si la gauche veut gagner la présidence du Sénat, d'avoir un candidat radical au premier tour. Pourquoi? Parce que si nous sommes d'entrée de jeu en bloc à bloc, comme à l'Assemblée nationale, ce n'est pas dans les traditions de cette maison, et je pense qu'un certain nombre de voix risquent de faire défaut. Au contraire, s'il y a un candidat radical, il peut rassembler largement, et puis il est normal que les radicaux qui sont présents au Sénat aient envie de se battre sous leur propre couleur. Alors, soyons clairs, bon, cette maison est parfois assez subtile, c'est complexe. Vous dites, vous laissez planer la menace. Un certain nombre de voix pourraient faire défaut, éventuellement, aux candidats de gauche. Ça, c'est la menace subliminale. Non, mais c'est le principe même de toute élection. De manière plus claire, est-ce que vous pourriez vous entendre avec Gérard Larcher, éventuellement? Bon, je n'ai rien dit de tel, et vous voudriez déjà être au 3e tour avant que le premier n'ait eu lieu. Attendons les élections. Si l'UMP est majoritaire, Gérard Larcher sera réélu. Si les socialistes sont majoritaires tous seuls, ils ne viendront même pas chercher les radicaux, vous le savez bien. Si nous sommes dans une situation Rêvez pour vous, la troisième. moins tranchée que cela, eh bien, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui compte, c'est de conquérir la présidence du Sénat. Est-ce que Gérard Larcher vous a déjà fait des propositions? Non. Non, mais Gérard Larcher est un homme respectable, il est un bon président du Sénat. Bon, il n'est pas dans mon camp politique, il est donc normal que je le combatte à ce moment-là. Non, mais nous verrons le moment venu qui est le mieux placé à gauche pour
devenir président du Sénat. Comment vivez-vous les nominations qui ont pu être effectuées ces derniers temps? Je pense notamment à celle du président du groupe Union Centriste, Nicolas About, qui a été nommé par Gérard Larcher au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et quelques autres. Comment vous vivez ça? Comme la preuve avant l'heure que la présidence du Sénat ne va se jouer qu'à quelques voix, donc on essaie déjà de les grappiller. Vous voyez que vous venez vous abonder dans mon sens quant à ce que j'ai dit tout à l'heure, et que donc les choses seront difficiles et qu'il faut se donner tous les moyens pour y arriver. Et tous les moyens pour y arriver, c'est un rôle essentiel pour les radicaux lors de ce combat pour la présidence. Et il y a également un autre groupe charnière, c'est l'Union Centriste, qui regroupe des sensibilités un petit peu différentes, des gens du MoDem, des gens du Nouveau Centre, des gens de l'Alliance Centriste, de Jean Arthuis. Ils viennent d'élire un nouveau président, François Zocchetto, c'est plutôt proche de Jean Arthuis. Est-ce que ça vous ouvre des perspectives de rapprochement? Est-ce qu'une éventuelle fédération, fusion de ces groupes, pour vous, est une perspective? C'est un peu exprimé là-dessus. Vous disiez que le Sénat est une maison particulière, spécifique. N'allons pas trop loin dans les rêves, quand même. Voilà. Mais dans le sujet que nous venons de voir, on disait que notre groupe est très particulier parce qu'il y a des gens d'un côté et des gens de l'autre. Lorsque je regarde le groupe au Nouveau Centre, je vois aussi qu'il y a des gens qui votent régulièrement avec l'UMP et des gens qui votent régulièrement avec l'opposition. Donc il y a là un certain nombre de personnes qui sont aussi différents. Je mets le doigt là-dessus parce que j'avais l'impression, quant à certains propos sur la présentation de ce groupe, qu'on nous faisait passer pour un groupe un peu passéiste. Nous sommes dans l'actualité, nous sommes des laïcs respectueux d'autrui, nous votons à notre âme et conscience. Il nous est arrivé de voter des textes du gouvernement, et non des moindres, puisque la réforme à la Constitution est passée grâce à nous. Il nous est arrivé, lorsque nous étions dans la majorité... Vous le regrettez? Pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Et d'ailleurs, quand je vois quand même l'oxygène que ça a donné quant au débat parlementaire, je pense que c'est ceux qui ne l'ont pas fait qui doivent le regretter. Mais vous savez que ceux qui ne l'ont pas fait, en particulier les socialistes, ne l'ont pas fait pour des raisons plus idéologiques et d'unité de parti que pour des raisons d'analyse réellement de ce texte qui était un bon texte. Mais il nous est arrivé aussi, je n'ai pas perdu mon fil, de voter contre des textes quand nous étions la majorité, lors du dernier gouvernement de Lionel Jospin par exemple. Nous sommes la gauche de la raison, et nous essayons de juger à notre âme et conscience. Nous ne sommes pas des purs doctrinaires. Maintenant, nous savons nous habitons. Nous sommes dans un camp, c'est la gauche. D'accord, voilà qui est dit. Vous avez rappelé votre attachement à la laïcité. Aujourd'hui, les députés, avant les sénateurs, débattent de la révision des lois éthiques. Il y a un statu quo, manifestement, sur les principales mesures, et on évoque le retour des valeurs de la droite catholique, défendue par un groupe actif de députés de l'UMP. Notamment à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, des députés qui ont d'ailleurs signé une pétition, un texte sur notamment la recherche sur l'embryon dans la croix. Comment est-ce que vous vous préparez à ce débat ici? J'ai même vu les propos du pape et des évêques sur ces sujets-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la bioéthique, mais je l'ai dit, je suis un homme de raison, et vous l'avez rappelé, la laïcité est consubstantielle du radicalisme. À partir de là, au nom de la raison, je considère qu'il faut aller vers le progrès et qu'il faut s'adapter à notre époque. Donc les textes qui sont en préparation sur les recherches, sur les embryons, j'ai vu maintenant qu'on faisait même des bébés laboratoires, c'est ainsi qu'il a été dénommé. Bon, tout un débat même sur l'appellation. Le terme est mal choisi. Alors, mais la nouvelle n'est pas cet événement-là, c'est important. Le bébé Oumout, appelons-le par son prénom. Vous, quel est votre sentiment? Je trouve que c'est très bien. Il va contribuer à sauver un de ses frères. On ne peut que s'en réjouir. Tout de même, il faut être sacrément obscurantiste pour dire que ça n'est pas une bonne nouvelle. Mais vous savez, ceux-là même qui s'opposent à ces textes s'opposent pour certains d'entre eux à l'avortement et presque à l'utilisation du préservatif. Donc c'est le passé, ça, il ne faut pas y faire attention. Maintenant, il faut que tout soit, et la France est plutôt bien placée en la matière, que tout cela soit bien cadré, bien surveillé et encadré par des textes législatifs sérieux et précis. Et c'est à cela que nous travaillons et que nous avons travaillé avant déjà. Je trouve que la France avance bien en la matière. Mais est-ce qu'on peut vous demander une appréciation générale sur le projet de loi bioéthique qui actuellement est en discussion à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez l'impression que finalement le texte qui va sortir là, des débats est trop frileux?
Ou est-ce que vous portez... D'abord, on va voir comment il va sortir, et puis ensuite il va venir ici. Et le Sénat, vous le soulignez hier dans un de vos papiers, améliore beaucoup les textes par les temps qui courent, donc il jouera encore son rôle. Mais quant à la bioéthique, les radicaux ont été là encore des précurseurs, comme pour les primaires, même si ce n'est pas la même chose, bien sûr. Puisque Bernard Charles, à l'époque, lorsqu'il était député du Lot, a été un des premiers rapporteurs des voies bioéthiques, et que Dominique Rolliac, notre député du Lot actuel, continue à travailler très fortement là-dessus. Nous sommes des femmes et des hommes éclairés et nous soutenons le progrès, mais nous sommes vigilants. Et vous défendez donc la création d'un front républicain, donc avec Jean-Louis Borloo, j'y reviens. Est-ce que vous pourriez le définir? Non, mais j'ai employé cette expression, front républicain, comme cela. Vous me dites, vous revenez là-dessus subitement. Et je vais donc vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que le parti de Jean-Louis Borloo lui-même se définisse. Est-ce qu'il reste dans l'UMP? Auquel cas, pour toutes les raisons que j'ai dites quant à nos positionnements et à nos souhaits pour l'avenir, c'est pas possible. Ou il sort de l'UMP et on